curriculum. Merci. Et enfin, on développe un certain nombre d'outils, à la fois, par exemple, sur les objectifs de développement durable, mais également sur le mécénat et l'entrepreneuriat jeune environnement. Ça s'appelle Je Climate, mais aussi Objectif 2030. Alors, je vais peut-être faire une pause sur ces deux outils qui sont assez intéressants peut-être pour vous. Je Climate, c'est un outil en fait, qui permet à un jeune de 25 ans, on va dire, entrepreneur, qui aurait une idée de développement en fait, économique et de start-up, de développer son projet de l'état du stade d'idéation jusqu'au stade final de recherche de financement. Nous avons également Objectif 2030 qui a le même soutien finalement, qui apporte un soutien à tous les projets environnementaux, ceux-là, et de recherche et d'innovation. Et puis, nous accompagnons également la mise en place et l'opérationnalisation d'un certain nombre de centres d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable, notamment celui d'Afrique centrale, c'est le dernier et c'est le plus récent. Nous avons tout un travail sur les données. Pourquoi? Parce que sans les données, vous ne pouvez pas faire de rapportage sur vos objectifs de développement durable aux Nations Unies pendant le forum de haut niveau. Donc ça, c'est impossible. Sans les données, vous ne pouvez pas non plus faire de rapportage et valoriser votre travail, par exemple, dans le cadre de l'Agence internationale des énergies renouvelables ou l'Agence internationale de l'énergie, l'AIE. Et sans les données, on ne peut pas non plus valoriser tout ce que la société civile fait en matière d'environnement. D'où l'intérêt de ce développement d'un atlas de l'économie de l'environnement, mais également une cartographie de l'évaluation environnementale sur lequel nous travaillons dans quelques pays d'Afrique de l'Ouest. Et enfin, nous travaillons aussi sur tout ce qui est cadre réglementaire et normalisation, à la fois sur tout ce qui est efficacité énergétique dans des bâtiments et appareils électroménagers. Ça, c'est avec tous les pays de l'UEMOA. Et on est en train de voir comment élargir ce champ aux pays de la CEDEAO et aux pays du bassin du Congo. Et puis, sur tout ce qui est économie circulaire. En gros, ces actions, ce travail sur la normalisation, il est souvent opaque, il prend beaucoup de temps. Et donc, on travaille en lien avec Réseau Normalisation Francophonie, qui est un super organisme de la francophonie qui permet justement d'échanger et de faire en sorte que nos pays de la francophonie participent à ces travaux de normalisation. C'est vrai que ça semble obscur, mais ça, c'est un volet de diplomatie qui est assez peu connu et qui est très important. Donc voilà, je vais peut-être m'arrêter là. Après, je peux rentrer dans beaucoup plus de détails, mais j'aimerais vous entendre aussi quelles sont les questions que vous avez en tant que vous, jeunes diplomates, en matière de développement durable. Bien, merci pour cette première introduction. On va donner la parole à la salle. Commencer par le fond, Madame Levenona va se présenter et poser sa question. Merci. Merci, Madame, pour une bonne présentation. Moi, je suis Shanika, première secrétaire de Sainte-Lucie à Londres, postée à Londres. Ma question, c'est, je vois de la présentation que votre organisation, ça donne des finances durables pour les pays francophones. J'aimerais savoir comment est-ce que les pays peuvent accéder à ce type de finances. Par exemple, comment savoir que les petits pays comme Sainte-Lucie, comme Haïti, il y a des problèmes avec des accès aux finances climatiques. Et donc, j'aimerais savoir comment est-ce que ce pays-là peut accéder à ce type de finances. Merci. Tout à fait. Alors, on ne donne pas de financement. Hein. Attendez, parce que cet écran n'est pas très bon. Je vais vous en trouver un autre. Je vais vous répondre comme ça. Nous ne donnons pas de financement. Ce que nous faisons, par contre, c'est accompagner les pays et les aider justement à la recherche de financement et justement à se structurer pour accéder à ces financements. Parce que finalement, le problème n'est pas réellement la finance et l'absence de financement, c'est plutôt comment accéder à ces financements. C'est ça qui est réellement problématique.
Et donc, le portail d'accès à la finance climat a vocation justement à répondre à ça. Alors, est-ce que vous voyez mon écran maintenant en plein écran? C'est bon? Vous voyez? Oui. Donc, l'objectif du portail francophone de la finance climat, vous avez ici ces objectifs. En gros, vous avez la première qui est l'appui au renforcement des autorités nationales désignées. Qu'est-ce que c'est les autorités nationales désignées? C'est généralement le ministère de l'énergie ou le ministère de l'environnement ou le ministère des Affaires étrangères ou le ministère de l'économie, ça dépend des pays, qui sont désignés ou qui ont été désignés par la plus haute autorité, bien sûr, de vos pays, pour aller centraliser finalement les projets, la banque de projets, le portefeuille de projets du pays pour accéder au financement du Fonds vert pour le climat, du Fonds d'adaptation ou du Fonds pour l'environnement mondial. Et alors, le constat que nous avons, c'est que certains de vos pays n'ont pas d'entité nationale désignée, accréditée, premièrement. Donc ça, c'est un écueil. Sans les autorités nationales désignées, vous n'aurez pas accès au financement. Et deuxièmement, à leur renforcement, au renforcement de leur capacité, à la fois en informant, mais également en formant aux modalités et procédures d'accès à cette finance durable, et puis également au montage de projets bancables. Qu'est-ce que ça veut dire? Quels sont les types de projets en fait, qui sont attendus par ces trois fonds, typiquement? Le troisième objectif, c'est aussi de vous accompagner dans le renforcement des cadres réglementaires et de l'harmonisation régionale pour améliorer aussi la notation financière des pays. Parce qu'on s'aperçoit finalement que souvent, la notation financière des pays est finalement assez basse du fait d'un cadre réglementaire et législatif qui ne correspond pas aux attentes de ces partenaires financiers, de ces fonds climat. D'où l'idée de travailler en lien à la fois avec l'Assemblée des parlementaires francophones, mais également avec l'Assemblée, l'Agence internationale des maires francophones, pour réellement faire en sorte que à la fois les pays et les collectivités locales puissent avoir accès à cette finance climat. Et ce travail est en train de se lancer sur ce renforcement des cadres réglementaires. Ensuite, on est en train d'initier aussi un outil d'autodiagnostic qui permettrait à tous les porteurs de projets, publics comme privés, de pouvoir tout de suite évaluer en 10 critères s'ils sont éligibles finalement au Fonds vert pour le climat, au Fonds d'adaptation, au FEM ou à d'autres types de financement. Parce qu'un écueil que je constate, c'est que j'entends beaucoup parler avec des pépites dans les yeux de ces différents fonds, mais on s'aperçoit qu'en réalité, encore une fois, très peu de ces fonds sont accessibles par nos pays francophones. D'où l'idée de faire cet outil d'autodiagnostic pour guider très en amont en fait, les pays, peut-être sur des financements qui, eux, seraient plus accessibles et plus correspondant mieux aussi aux besoins du pays. Enfin, on a vocation réellement à faire un travail réellement de plaidoyer en faveur de la levée de cette barrière linguistique auprès des investisseurs privés, mais également auprès de ces fonds. Et c'est là où vos États ont aussi un travail à faire au sein de la francophonie et avec la francophonie pour plaider en faveur de l'accès de cette finance climat à tous vos pays. Et ça, c'est quelque chose que nous souhaitons mettre en avant lors de la CDP 27 qui aura lieu à Sharm el-Sheikh, en Égypte, comme vous le savez, en novembre prochain. Et on vous invite, et on invitera bien sûr tous vos pays à rallier ce plaidoyer très largement. J'espère avoir répondu à votre question. Bien. Le prochain. Une question, madame. Merci. C'est Dorian que vous avez dit. Dans le cadre de notre travail habituel, nous sommes souvent exposés aux informations relatives à l'agenda 2063, adopté par le sommet des chefs d'État de l'Union africaine en 2015, mais aussi qui rappelle aussi, qui comporte des similitudes avec les objectifs de développement durable. J'aimerais savoir, est-ce qu'il n'y a pas chevauchement de missions? Je comprends, dans mon sens, je comprends les ODD comme un agenda universel et l'agenda 2063 que
les autres opérateurs comme le PNUD endossent également pour l'Afrique. Est-ce que la francophonie, comment elle compte accompagner les pays africains qui composent la grande majorité de l'espace francophone, les EDD et l'agenda de 2063, comment vous organisez l'accompagnement au sein de votre organisation? Merci. C'est une excellente question. En effet, bien entendu, les objectifs, enfin, l'agenda 2063 a énormément de liens avec les objectifs développement durable et d'ailleurs, ils ont été développés en lien fort avec cet agenda, ce cadre décennal de l'action. En tant qu'IFDD, nous sommes censés représenter tous les pays de la francophonie et donc pas seulement les pays africains. Même si vous l'avez noté et vous l'avez relevé, les pays africains composent plus qu'un tiers de nos pays francophones. Aussi, tous nos programmes sont tournés sur l'ensemble des pays et pas seulement centrés sur les pays africains. Cependant, si vous regardez bien l'agenda finalement 2063 et le cadre décennal de l'action des ODD, vous avez pu noter la grande similarité d'objectifs. L'agenda 2063 finalement met un focus spécifique sur l'Afrique. C'est une déclinaison africaine de ces objectifs du développement durable avec une contextualisation un peu particulière. Mais les ODD sont présents et font partie des objectifs de l'agenda 2063. Donc, dans notre réponse et dans notre proposition, finalement, on a les deux exceptions, mais on ne peut pas prioriser une région plutôt qu'une autre. Merci. Prochain, c'était Jeff, la gauche. Merci beaucoup, Dr. Damé. Je suis Jeff Ouéné d'Haïti. Merci pour votre présentation, madame. Alors, ma question, bien entendu, s'appuiera sur une actualité. Actuellement, j'ai vu ça ce matin, au Yémen, il y a un bateau, justement, à 8 km des côtes du Yémen, qui risque de se briser dans les mois à venir. Les Nations Unies sont en train justement de se mobiliser afin de récolter 114 millions de dollars. Malheureusement, ils n'arrivent pas encore. Sans ça, nous aurions besoin de 20 milliards de dollars pour nettoyer après justement les conséquences d'une marée noire que cela pourrait justement occasionner. Alors, j'aimerais savoir à quel niveau votre organisation est touché par ce problème majeur qui menace justement la planète entière, car nous savons que depuis 2014, le Yémen est dans une situation de guerre, je dirais catastrophique, et qui risque justement d'amener environ 20 millions d'habitants du Yémen à une crise alimentaire précaire. Votre question, c'est ma dernière, c'est sur Haïti. Justement, Haïti fait partie des pays qui vivent maintenant une situation climatique catastrophique. Donc, c'est à quel niveau, en amont, votre organisation pourrait justement aider Haïti à pallier à ces problèmes que nous rencontrons matin, midi et soir? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre question. Écoutez, sur le Yémen, je ne peux pas me prononcer. On ne travaille pas sur le Yémen et ce n'est pas un pays francophone. Par contre, sur Haïti, effectivement, nous travaillons très fortement. Nous avons actuellement un projet, notamment européen, que nous soutenons depuis, qui a démarré en fait l'an dernier, qui a vocation justement à accompagner les jeunes notamment, et nous soutenons à peu près 80 projets innovants de cette jeunesse haïtienne qui est vibrante et qui effectivement est en difficulté aujourd'hui du fait de l'instabilité et des violences croissantes.
Donc voilà, malgré tout, nous restons présents. Nous avons aussi, comme vous le savez sûrement, une représentation permanente qui est présente à Port-au-Prince et qui est aussi un relais très puissant pour notre action sur place. Donc voilà, Haïti est présent et puis bénéficie aussi d'un grand nombre de nos formations. Comme vous le savez, à chaque fois que nous organisons des formations, nous avons énormément de participants également d'Haïti qui y participent. Moi, je suis Abel du Tchad. J'ai vu tout à l'heure au tableau de madame 4 pays, dont 2 sont accompagnés dans l'accès au financement des fonds, à savoir l'Haïti et le Bénin. Alors, j'ai vu le drapeau Région Ouest, je me dis, mais ça peut être mon pays. Alors, si c'est mon pays, qu'est-ce qui a empêché que le Tchad puisse accéder au fonds? Le blocus est à quel niveau? Ça, c'est la première question. La deuxième porte sur le lac Tchad. Le lac Tchad dont dépend plus de 6 millions de personnes, aujourd'hui est en état avancé de la désertification. Alors, au niveau de l'OIF, qu'est-ce que l'OIF peut faire ou bien est en train de faire pour que nous puissions juguler ce problème? Sans malgré le leadership du Tchad au niveau de la CDLT, la Commission d'éducation de lac Tchad, jusque-là, la désertification sont en bon nombre de chemins. Alors, qu'est-ce que l'OIF envisage de faire ou peut faire pour qu'on puisse réduire cette désertification? Merci. Merci beaucoup pour votre question qui est très pertinente. Alors, sur le Tchad, nous sommes encore en attente en fait, du retour de UNOPS, du GCF, pour nous donner justement le feu vert pour commencer à travailler. Donc voilà, on n'y est pas encore. Ça a commencé avec Haïti et avec le Bénin, justement. On parle encore d'Haïti. Cette année, ça a commencé il y a 3 mois, donc cet accompagnement pour le montage de projets bancables et le renforcement des capacités des autorités nationales désignées. Nous attendons le retour donc, de UNOPS et du GCF sur le Tchad et sur la Centrafrique. Sur la désertification, écoutez, nous travaillons surtout sur l'aspect négociation. Puisque vous le savez, vient de se terminer la conférence internationale, la conférence des parties sur la désertification qui a eu lieu à Abidjan. Et je pense que vous avez dû suivre aussi combien les négociations ont été compliquées et difficiles. Et voilà, un des enjeux pour nous, c'était justement de faire en sorte que les intérêts des pays francophones soient entendus et soient partagés. Et je trouve que l'enceinte de cette conférence des parties sur la désertification est très intéressante parce que comme c'est une enceinte plus petite, finalement, on l'appelle malheureusement souvent la COP des pauvres, entre guillemets, c'est une enceinte qui, paradoxalement, finalement, donne plus de place au dialogue, y compris avec la société civile, ce que je trouve au contraire une très bonne pratique qui devrait se généraliser à la COP, à la CDP sur le climat et à la CDP sur la biodiversité. Donc ça, c'est un grand terrain sur lequel nous agissons, comme je l'avais présenté, à la fois en amont sur vraiment la formation des négociateurs et des négociatrices de désertification sur les enjeux de ces conférences de désertification et ensuite pendant pour créer cet espace de dialogue. Et finalement, a posteriori, nous avons eu, en fait, il y a maintenant 15 jours, un échange avec tous les négociateurs et négociatrices francophones sur quels sont les résultats de cette COP désertification. Et à chaque fois, lors de ces COP, il y a toujours, bien sûr, la représentation du secrétariat exécutif de ces conventions, mais il y a également les différentes parties prenantes. Le président du groupe Afrique, qui en l'occurrence sur la désertification était tenu par le Maroc. Vous avez aussi la présidence de l'Union européenne qui était tenue par la France, par exemple, qui était là, la présidence du G77 qui était aussi représentée. Et tout ça permet réellement un échange sur quelles sont les difficultés. L'autre chose que nous avons lancée pour accompagner nos acteurs, cette fois-ci vraiment de terrain, pour lutter contre la désertification, c'est le lancement d'une application qui s'appelle TerreVie, que vous pouvez trouver sur Android
Et Terre-Vie a vocation, en fait, que nous avons développé avec la FAO notamment et avec le secrétariat exécutif de la Convention cadre des Nations Unies sur la désertification, a vocation à aider les agriculteurs, même des agriculteurs qui ne peuvent pas lire ou qui n'ont pas de réseau, à choisir, en fait, à voir quelles sont les bonnes pratiques en matière de gestion durable des terres. Comment faire en sorte que leurs terres soient gérées durablement avec les moyens qu'ils ont dans la région qu'ils ont et tout ça par un échange aussi de bonnes pratiques et d'outils. Donc voilà, ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Nous travaillons aussi beaucoup sur tout ce qui est réellement échange de bonnes pratiques, émergence et soutien à des solutions agricoles résilientes, innovantes, comme je l'ai mentionné. Pas spécifiquement sur le lac Tchad uniquement, mais globalement dans tous nos pays francophones qui sont touchés par la désertification. Bien, on continue les questions ou vous voulez continuer la présentation? Non, c'est bon. C'est bon, d'accord. Allez, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur. C'est Chamsuddin, délégué de Comores. Je voulais également revenir sur la question de mon collègue d'Haïti, concernant est-ce que votre organisation a des relations directes ou indirectes avec d'autres organisations relatives à la coopération économique, sociale, etc. À l'ECOSOC? Est-ce qu'il y a des relations relatives à la coopération sur l'économie, sur l'environnement, des autres organisations internationales? Oui, tout à fait. Nous avons des relations, alors déjà au sein même de la francophonie, hein, vous avez soit déjà eu la présentation par mon collègue Henri Monceau, qui est le directeur de la francophonie pour l'économie et le numérique, soit ça va avoir lieu. Donc déjà, au sein même de la francophonie, nous travaillons ensemble sur la préparation notamment des missions économiques dans chacun de vos pays. Nous travaillons également avec la représentation à Genève qui s'occupe de tout le lien avec l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, de façon effectivement à ce que les négociateurs commerce puissent être aussi acculturés aux enjeux débattus en matière de développement durable, d'environnement, de climat, et inversement. Et ça, c'est l'enjeu, c'est un fort enjeu pour nous. Et on a vocation véritablement à renforcer le dialogue entre ces deux mondes qui ont beaucoup évolué en silo jusqu'il y a peu, parce qu'on s'aperçoit qu'un grand nombre de négociateurs, de plus en plus sur le climat, typiquement, viennent du monde du commerce. Donc, c'est pour nous fondamental, effectivement, et merci pour cette question tout à fait pertinente. Merci, madame. Moi, c'est Job le Kokomo, ministère des Affaires étrangères du Togo. Avant de vous poser ma question, j'aimerais préciser que j'ai eu la chance de suivre la formation en matière de prise en compte des ODD dans les politiques publiques que j'ai trouvé très intéressante. Merci. Je vais intervenir sur 3 points, notamment le premier. Ça concerne, dans votre présentation, vous avez parlé de l'accompagnement des délégués ou bien des parties qui prennent part aux négociations afin d'implémenter une certaine orientation de la francophonie aux négociations. J'aimerais savoir quel rôle vous jouez concrètement ou bien qu'est-ce que vous attendez concrètement par cet accompagnement. Ma deuxième question, elle est relative au fait qu'on sait que les Nations Unies ont un programme aussi en matière de l'environnement. Est-ce que vous travaillez en synergie avec ce programme-là? Puisque je sais que embrasse plus les ODD de façon générale et en partie les questions relatives au climat. Et ma dernière question. Merci.
Alors, sur les négociateurs, effectivement, nous avons réellement… alors, je ne sais pas si j'ai bien compris la question. Votre question, c'était réellement qu'est-ce que nous faisons pour les négociateurs, c'est ça? Et pas seulement sur les ODD. Oui, je voudrais savoir vous dites que vous les accompagnez. Encore Oui. plus concrètement cet accompagnement. Ben, c'est ce que j'ai essayé de décrire. Alors peut-être que je ne l'ai pas fait suffisamment dans le détail. En gros, voilà, la façon dont on s'organise est la suivante. Nous organisons d'abord une note de décryptage des enjeux des négociations avant que les négociations aient lieu. Donc c'est un document qui est une sorte de rapport réellement, qui permet en fait aux négociateurs d'avoir une description très précise et très fine des différents enjeux de chacune des négociations. Vous le savez, les négociations sont aujourd'hui de plus en plus techniques, de plus en plus pointues sur des sujets parfois arides. Par exemple, dans le cadre de la pré-COP, l'intercession de préparation de la COP sur la biodiversité, on parlait de solutions basées sur la nature. Qu'est-ce que ça veut dire une solution basée sur la nature? Quelle est la définition? On s'aperçoit qu'en fait, en creusant bien et en demandant à nos experts de différents pays francophones qui interviennent pour nous, que nous sollicitons pour écrire ces notes de décryptage, que finalement, il n'y a pas une seule définition qui soit encore aujourd'hui acceptée par tous les pays. Donc ça, voilà, ça c'est un enjeu, typiquement. Et ça, du coup, c'est intégré dans ce guide de négociation que nous remettons aux négociateurs. Et en parallèle, nous organisons cette formation qui dure un jour ou deux, parfois trois d'ailleurs, pour les négociatrices et les négociateurs climat, biodiversité et désertification, de façon à ce que ces négociateurs puissent réellement aussi échanger avec les experts de la question et avec les leaders de chacun des groupes de négociation, ainsi qu'avec le secrétariat exécutif de chacune des conventions biodiversité, climat, désertification, mais également énergie du reste, pour réellement faire en sorte qu'ils s'approprient ces différentes questions, les différents enjeux, et qu'ils puissent se faire leur propre opinion et que chacun des pays ensuite puisse défendre sa position au lieu d'être brinque-ballé d'un point à un autre et d'une négociation à une autre. Et ça, c'est véritablement important. La troisième chose que nous organisons, c'est ce dont je parlais, c'est ces concertations techniques que nous faisons à mi-parcours sur les 15 jours de négociation pour être sûr que les experts, encore une fois, les délégués, les négociateurs, aient bien tout saisi de tous les enjeux. Pourquoi? Parce que force est de constater qu'en fait, les délégations d'un grand nombre de nos pays ne sont pas suffisantes en termes de nombre de délégués pour pouvoir suivre l'entièreté de ces négociations. Donc, il y a certains points qui peut-être pourraient complètement leur échapper parce qu'ils n'ont pas les moyens humains de pouvoir les suivre. Et ça, c'est une première chose. Donc, c'est là où l'IFDD intervient et permet finalement aux négociateurs d'avoir une vue d'ensemble de tout ce qui s'est discuté pendant la première semaine, de façon à ce qu'ils puissent peut-être rattraper le coup la deuxième semaine avant la fin de ces négociations. Et enfin, le bilan que nous organisons après la fin des négociations, et une fois parfois le pacte ou l'accord adopté, ou la déclaration finale adoptée, c'est aussi pour réellement décrypter en quoi consiste cet accord, quel est son impact sur nos pays en voie de développement en fonction des différentes zones géographiques et des différents contextes. Est-ce que c'est plus clair? Et une des formations spécifiques que nous organisons est aussi à destination des négociatrices, des femmes, parce que nous avons bien entendu remarqué aussi le faible nombre de femmes dans les délégations nationales. Pour vous donner un exemple, à Glasgow, l'an dernier, sur le climat, il y avait seulement 10 femmes ministres sur les 192 pays représentés. Donc ça, c'est vraiment déplorable. Et donc, une de nos actions, c'est aussi de pousser nos pays membres francophones à nommer des femmes dans leurs délégations. Et nous nous engageons à les former de façon à ce qu'elles soient au même niveau et elles viennent renforcer les capacités des pays.
Merci. Merci, madame, pour la richesse de votre exposé. Je suis Cécile Amique du Cameroun. Alors, j'aurais deux préoccupations. La première, j'aimerais savoir quels sont les mécanismes que vous utilisez à l'IFDD pour garantir une certaine mise en cohérence de vos actions avec celles des autres organisations dédiées à la protection de l'environnement pour éviter justement les chevauchements et conflits de compétences. Ça, c'est la première préoccupation. Maintenant, la seconde préoccupation concerne on va dire, une dimension un peu plus sociologique, anthropologique de l'enjeu environnemental, parce que, selon moi, ça remet en cause, dans certaines régions, un certain nombre d'habitus, un certain nombre de façons de faire, de modes de vie qu'il va falloir transformer et il va falloir passer par une transformation des mentalités. Alors, au niveau de l'IFDD, est-ce qu'il y a justement cet axe-là qui permet la mise en perspective entre, d'une part, les impératifs qu'imposent les enjeux environnementaux aujourd'hui, et puis, voilà, cette nécessité de considérer également la variable culturelle, sociologique, les modes de vie dans la conception de ces codes de bonne conduite. Donc, merci. C'est une très, très bonne question. C'est une question qui, effectivement, est très pertinente parce que, bon, les négociations, c'est super, hein, mais finalement, vous, en tant que diplomate, vous allez vous confronter à l'écueil d'avoir finalement peu d'interaction avec la société civile. Et c'est elle qui doit changer, c'est nous tous qui devons changer, bien sûr, et transformer ce monde. Mais si la société civile n'est pas embarquée, la transformation ne se fera pas. C'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, et je l'ai montré, je crois, dans ma présentation, nous avons, ces dernières années, décidé aussi de nous mobiliser un tout petit peu sur le terrain, en partenariat justement avec un grand nombre de nos partenaires pour éviter toute duplication. Et là, je réponds à votre première question. Et pour aussi passer à l'échelle, hein, parce que nous n'avons pas les moyens non plus d'aller voilà, de rayonner très largement. Mais c'est la raison vraiment réellement pour laquelle nous allons sur le terrain, de façon à faire en sorte que ces concepts, développement durable, économie circulaire, carboneutralité et autres, soient compris aussi par la société civile. Et donc, on a un enjeu en tant qu'institut de vulgarisation de tous ces concepts. Cette vulgarisation, elle passe à la fois par des publications sur des fiches thématiques, mais aussi des podcasts sur le développement durable, sur l'environnement, sur l'énergie, mais également sur des petits projets de terrain qui ont vocation à être démonstrateurs, des laboratoires. Voilà, réellement des laboratoires pour qu'ensuite ce soit approprié ou récupéré par des plus gros que nous, de façon à ce que ce soit démultiplié. Je vais vous donner un exemple très, très précis pour notre programmation à venir. Nous sommes en train de capitaliser sur justement un projet européen que nous développons au Cameroun, mais également en RDC, qui a vocation à faire émerger des solutions innovantes, des innovations en matière d'environnement, mais également d'agriculture. Et on s'aperçoit en dialoguant finalement que la FAO fait la même chose, un peu la même chose, mais vraiment très centrée sur agriculture et biodiversité, sur le Sénégal et sur Haïti. Donc là, on dialogue dans le cadre de nos échanges très réguliers que nous avons ensemble et on décide du coup de travailler ensemble sur notre projet de programmation à partir de janvier, de façon à ce que ces expériences que l'AFAO a sur Haïti et sur le Sénégal et que nous avons sur le Cameroun et sur la RDC puissent finalement bénéficier à d'autres pays francophones. Voilà, ça c'est typiquement l'exemple de synergie que nous recherchons. Et alors, madame, s'il vous plaît, j'aimerais, en fait, dans ma première intervention, j'avais posé une question qui n'a pas trouvé de réponse. Elle concerne la relation
qui est entre, est-ce que l'IFDD entretient une relation avec le programme des Nations Unies pour l'environnement aussi qui s'occupe des questions climatiques? Si Oui, vous collaborez sur des projets. Merci. oui. Non, nous ne collaborons pas sur des projets avec le programme des Nations Unies pour l'environnement parce que ces projets sont beaucoup trop gros et nous n'avons pas vocation à faire ce qu'ils font. Et pareil pour le PNUD. Par contre, pour être sûr que ce que nous faisons en tant qu'institut en termes d'information et de renforcement de capacités correspond bien aux besoins exprimés par les pays au programme des Nations Unies pour l'environnement et au PNUD, d'ailleurs, sur le développement, le PNUE, par exemple, fait partie de notre conseil d'orientation. Donc, chaque année, 3 fois par an, nous réunissons notre conseil d'orientation, qui est un conseil d'experts, en fait, qui permet en fait de nous alerter aussi sur ces enjeux et concepts sur lesquels on doit se positionner et on doit agir pour venir en complémentarité d'un certain nombre d'acteurs qui sont à notre conseil d'orientation, comme le PNUE typiquement. Merci beaucoup, madame. Moi, c'est Hilaire Moupango de la République démocratique du Congo. Tout à l'heure, quand vous avez fait votre présentation, vous avez fait allusion à la région centrale, l'Afrique centrale. Cette région abrite un des beaux et plus importants patrimoines mondial, les forêts du bassin du Congo, qui à cet effet constitue une part importante de la réponse à ces grands défis qui menacent notre planète. Abordant la question liée au financement, vous avez présenté un chiffre qui m'a même étonné, 0, quelque chose, un pourcentage qui m'a étonné, alors que ce sont des pays solutions qui, en premier lieu, devraient bénéficier de ces financements. J'aimerais savoir quelles sont les causes qui ont concouru à cet échec et qu'est-ce que les États concernés peuvent faire à l'interne, bien sûr avec votre concours dans l'accompagnement, pour qu'à la prochaine fois, ils puissent bénéficier de ces financements. Oui, merci beaucoup pour votre question. Effectivement, le bassin du Congo est vraiment une priorité pour nous, à tel point que la secrétaire générale de la francophonie est la marraine finalement de cette commission cette commission climat du bassin du Congo, et nous a demandé il y a 2 ans maintenant de lancer une initiative sur le bassin du Congo de façon à répondre aussi à certains de ces enjeux. D'où la proposition que nous avons aujourd'hui, à la fois d'accompagner nos pays à faire en sorte qu'ils puissent accéder à cette finance climat en formant et informant les autorités nationales désignées de tous les pays du bassin du Congo, comme ce que j'ai pu présenter dans le cadre du portail francophone de la finance climat, mais également sur certains autres travaux plus spécifiques. Par exemple, sur l'énergie, nous accompagnons aujourd'hui l'ONUDI et les pays du bassin du Congo, les 12 pays du bassin du Congo, à mettre en place le Centre d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable, qui a vocation aussi à porter un certain nombre de projets bancables qui pourront accéder à des financements parce qu'ils seront structurés avec le soutien à la fois de l'ONUDI, mais également de l'OIF. Donc voilà, ça c'est une des réponses que nous apportons, bien sûr à notre échelle, puisque nous sommes quand même de petite taille. Bonsoir, Madame Cécile. Merci beaucoup pour votre présentation. Moi, c'est Nordine de Saline de l'Union des Comores. Donc, j'ai une préoccupation surtout sur votre outil de planification et de développement durable que vous avez évoqué. Donc, normalement, je voudrais savoir surtout qu'est-ce que vous pouvez et qu'est-ce que le Comore peut bénéficier de
votre outil en matière de planification. Je voulais juste revenir que nos partenaires, ils nous ont accompagnés en matière de planification nationale. En 2019, quand on devait faire la SKDD, et en 2020, quand on devait préparer ce qu'on appelle le plan commun émergent, et aussi en 2021, pendant ce qu'on appelle la conférence de partenaires pour le Comores qui a eu lieu à Paris. Donc, à ma connaissance, je ne pense pas que la francophonie a pu contribuer comme a fait l'équipe pays au Comores. Donc, si, justement, mauvais exemple. En fait, si, et même que mon collègue Marcel Classou n'arrête pas d'être prise en photo avec le président de l'Union des Comores à chaque fois qu'il se déplace, justement parce que le président votre président est très satisfait de l'accompagnement que nous faisons en termes de planification, objectifs développement durable aux collectivités locales des Comores. Nous avons accompagné maintenant un certain nombre de collectivités, de villes, à tel point qu'en décembre, nous avons reçu une trentaine de demandes supplémentaires de villes qui souhaitent bénéficier en fait, de notre soutien en termes de planification objectif développement durable. Et d'ailleurs, je me rends aux Comores fin août, début septembre pour amplifier cette action. Merci. Je vais devoir vous laisser sous peu, donc je ne sais pas s'il y a encore une question. Oui, deux, s'il vous plaît, deux questions. Je vous écoute. D'accord. Merci, madame, pour votre exposé. En fait, je suis Marc-André Sinéus d'Haïti. Je pars du constat que depuis les années 60-70, il y a un ensemble d'événements, d'actions qui se posent en faveur de protection et de l'environnement. Et on a passé des OMD et on a passé des OMD des ODD. En fait, malgré toutes les manifestations qui se font en faveur de l'environnement, on constate qu'il y a toujours des plaintes, alors il y a toujours des difficultés, ou du moins il y a toujours des problèmes environnementaux qui se multiplient. Donc, en ce sens, il y a quelqu'un qui parle, il y a certaines personnes qui parlent des ODD comme étant une utopie. Maintenant, ma question, c'est de savoir comment vous évaluez vos travaux, vos actions par rapport est-ce que vous êtes satisfait, ou du moins, comment vous évaluez vos travaux, vos actions par rapport à l'évolution et de la protection de l'environnement? Merci. Je vous remercie beaucoup pour cette question. Une utopie, oui. Je crois que ça ne fait pas de mal de vivre avec une utopie, en tout cas un objectif. Est-ce qu'on va les atteindre? Aujourd'hui, très honnêtement, je ne peux pas me permettre d'être pessimiste et de vous dire que non, on ne va pas les atteindre. C'est d'autant plus que c'est faux. Certains de ces objectifs sont déjà à moitié remplis, d'autres ne le sont pas, effectivement. Mais j'ai 3 petits-enfants de 6, 4 et 2 ans et je n'ai pas envie de leur dire que dans 10 ans, nous serons dans l'échec. J'ai envie, au contraire, de tout faire pour qu'on y arrive. Et c'est justement une des raisons pour lesquelles je compte sur vous. Et c'est pour ça que j'interviens devant vous aujourd'hui, pour que vous passiez le relais. Je vous passe le relais aussi, pour que vous deveniez des ambassadeurs de ce développement durable qui est aujourd'hui nécessaire à tous nos pays, du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Est-ce que je suis satisfaite de nos actions? Non, pas encore, sinon je pourrais finalement partir à la plage et en vacances. Non, je crois qu'il faut continuer et il faut l'amplifier. Nous avons par contre quelques succès et ce sur quoi je trouve que finalement on a été utile, c'est de faire en sorte que par exemple les objectifs de développement durable soient maintenant une acception partagée par tous les pays de la francophonie. Sans exception, alors que quand l'IFDD les a négociés avant 92, en 90, 91 et 92, personne ne savait ce que c'était et tout le monde nous prenait pour des fous.
Aujourd'hui, depuis quelques années maintenant, on essaye de faire en sorte que vous, les pays francophones, vous vous appropriez le concept d'économie circulaire. Maintenant, vous savez à peu près tous de quoi il retourne. Ce n'était pas le cas il y a encore 4 ans, et ainsi de suite. Donc, en tant qu'institut, on a cette vocation véritablement à faire en sorte que voilà, on passe tous ces concepts, tous ces outils et toutes ces méthodologies soient appropriées. Pareil pour l'énergie solaire. Il y a encore 10 ans, l'énergie solaire était atrocement chère. Aujourd'hui, c'est une des énergies les moins chères au monde. Donc, il y a des choses qui vont dans le bon sens. On ne va pas suffisamment vite, ça c'est évident. Mais il y a des choses qui vont dans le bon sens. Maintenant, est-ce qu'on veut regarder le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein? Je crois que ça dépend de chacun. Une dernière question? Je ne vous entends pas du tout, pardon. Est-ce que vous parlez plus fort? Ok. Je me présente en place de Salfou, conseiller de la République du Niger. Je suis avec intérêt votre bien exposé. J'ai ajusté un intérêt de vous rappeler que de la COP 21 au protocole de Marrakech, les pays développés se sont engagés pour mobiliser 5 milliards de dollars pour les pays en voie de développement, afin de lutter contre le réchauffement climatique. Et aujourd'hui, le Niger, dont je suis ressortissant, à la présidence de la commission climat pour la région du Sahel. La question ici est de savoir, est-ce que vous avez un partenariat avec cette commission? Si oui, quelles sont effectivement les activités que vous avez pu mener ensemble? Et pour la mobilisation des ressources du fonds vert, à quelle hauteur vous êtes à l'instant T? Et sinon, quelles sont les dispositions que vous êtes en train de prendre pour éviter la disparition de notre fleuve Niger qui est gravement menacé? Je vous remercie pour votre question. Alors, comme vous le savez très certainement, les trois commissions climat... Pardon? J'ai eu le temps de M. Alun pour enchaîner en même temps, afin de passer les questions. Est-ce que je peux juste répondre à cette question? D'accord, merci alors. Donc, pour la commission climat en fait, les 3 commissions climat qui ont été créées donc, pour l'océan Indien, pour le Sahel et pour le bassin du Congo à Marrakech, comme vous le savez, ont des degrés d'avancement qui sont très, très différents les unes des autres. La commission climat pour le bassin du Congo, c'est que celle pour le Sahel ou pour les petits États insulaires en développement, et ça, cela tient. Mais on a vocation à la soutenir sur justement l'accès à la finance climat et faire le lien aussi avec les différentes initiatives comme la Grande Muraille Verte pour éviter justement les effets de silo et de dispersion des financements. Je vais devoir vraiment vous laisser par contre. Mais peut-être que nos collègues de l'Université de Saint-Gor d'Alexandrie pourraient vous partager mon mail de façon à ce que vous puissiez me poser des questions si vous le souhaitez. J'y répondrai avec très, très grand plaisir. Je suis à votre disposition. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez vraiment pas. Aldouné, peut-être, tu pourrais... partager mon email. Oui, à tous. Merci beaucoup. On va arrêter là. Merci, Madame Cécile Martin. Je suis vraiment désolé. Tout le monde ne pourra pas poser des questions, mais comme elle a dit, j'ai partagé son mail avec vous. Vous pouvez continuer les échanges avec elle virtuellement. Merci beaucoup, Madame. C'était un plaisir de vous accueillir. Merci beaucoup, vraiment. Maintenant, je vous passe le flambeau aussi. À vous de porter ces sujets. Vous, les diplomates, venez grossir les délégations et les négociateurs climat, biodiversité, désertification et énergie. On a besoin de vous. Merci à vous. Je vous transmets les salutations du recteur d'Ardenne. Merci. Excellent. Merci beaucoup. Bon après-midi. Au revoir. Vous aussi. Au revoir. Merci. Au revoir.
Merci. On va prendre une courte pause avant d'enchaîner sur la prochaine présentation. On prend 5 minutes de pause.